Hello la team, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Je m'appelle Oriane Page, je suis journaliste et je vous partage aujourd'hui ce nouvel épisode. Le but, présenter des parcours de femmes inspirées et inspirantes dans une ambiance chill et good vibes. Vie professionnelle, vie sociale, famille, couple, amour, santé, spiritualité ou encore développement personnel. Bref, tous les thèmes sont abordés. Alors c'est parti, Oui Madame. Bonjour Liliane, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Oui Madame. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Liliane, je suis ingénieure en sciences de la vie, j'ai fait mes études à l'EPFL et je suis devenue postdoctorante à l'Université de Lausanne après avoir fait un doctorat à l'UNIL en sciences de la vie. Je suis en plus suisse et vénézuélienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien dans ton travail par rapport à la recherche ? Qu'est-ce que tu fais concrètement en fait ? Tous les jours sont différents et on a des horaires un peu irréguliers. Après, il y en a certains qui arrivent à 7h du matin et qui partent à 5h de l'après-midi. Ça va très bien. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien prendre mon temps, organiser et tout faire bien. Donc souvent, ça dépend ce qu'on a à faire. Il y a des jours où on doit collecter des échantillons et pour ça, je dois aller à l'hôpital. Il y a des jours où on travaille simplement avec des cellules en train de faire de la recherche. Donc en quoi ça consiste ? On prend des cellules qu'on met en culture pendant une semaine, un mois. Et puis après, on décide ce qu'on veut faire avec selon ce qu'on veut analyser. Donc soit on extrait de l'ADN, de l'ARN ou des protéines. Puis après, on fait justement des expériences avec. Moi, je me suis spécialisée dans le domaine des cancers pédiatriques et particulièrement dans l'épigénétique. Est-ce que tu peux nous faire un point de la situation ? Où est-ce qu'on en est dans la recherche ? Où est-ce qu'on en est en Suisse ? Toi, quelles ont été par exemple tes découvertes ? Qu'est-ce que tu as aussi expérimenté par rapport à ce domaine-là ? Oui, moi je me suis spécialisée dans un domaine très spécifique. Faut savoir déjà que les cancers pédiatriques sont rares. Il n'y a pas beaucoup de cas en Suisse. Et le cancer sur lequel je me suis spécialisée s'appelle DSRCT pour Desmoplastic Small Round Cell Tumors. Okay. C'est un cancer où on connaît ce qui la cause, c'est une translocation chromosomique qui fait qu'il y a une protéine qui est aberrante, qui ne devrait pas exister, qui est là. Et on a en fait le début d'une protéine qui est utilisée dans certaines parties du corps, qui fusionne en fait avec la fin d'une autre protéine qui est exprimée seulement pendant le développement. Et puis le fait que cette nouvelle protéine aberrante soit là, ça fait qu'elle engendre en fait certains mécanismes qui ne devraient pas exister, tout simplement à des moments où ça ne devrait pas l'être. Et comme c'est un cancer rare, c'est pas vraiment quelque chose que les entreprises pharmaceutiques ont intérêt, on va dire, à faire de la recherche dedans. Pourquoi ? Parce que ça coûte extrêmement cher. Et en plus, ça ne va pas leur apporter grand-chose parce qu'il y a 10 à 20 patients par année, alors que si on traite par exemple le cancer du sein ou le cancer de la prostate, il y en a quand même énormément plus. Après, on est tous d'accord, les cancers pédiatriques, ça nous touche parce que c'est nos enfants, on aimerait quand même qu'ils vivent et il n'y a pas de traitement actuel pour ces cancers-là. En tout cas, pas de traitement spécifique. Ils essayent tout ce qu'ils peuvent, radiothérapie, chimiothérapie, même l'ablation de l'organe. Mais voilà, en tout cas, dans les DSRCT, après 5 ans, il n'y a que 15% de survie, ce qui est quand même très peu. Donc là, dans la recherche que j'ai faite, grâce justement à l'épigénétique et à toute cette nouvelle technologie qui vient, on a réussi à trouver des pathways qui étaient importants en fait dans ce cancer et on a trouvé aussi un médicament qui peut être au bénéfice de ces enfants. Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi ? On l'a choisi parce qu'il était déjà utilisé dans d'autres cancers, donc c'était beaucoup plus simple ensuite de pouvoir l'utiliser chez les enfants. Si on prend une molécule qui n'a pas encore été approuvée, etc., non seulement il y a le temps de la recherche, qui prend déjà quelques années, mais en plus le temps de l'acceptation que la molécule soit bien saine, viable et qu'elle ait un impact. Quel est ton lien concrètement avec les patients, avec les enfants ? Est-ce que tu les vois ? Est-ce que tu as une relation en fait avec eux ou pas du tout ? Non, alors j'appellerais ça une chance, justement, parce que je suis très sensible. Donc non, je ne les vois pas. Par contre, parfois, oui, on doit aller chercher des échantillons quand ils se font opérer. Donc pour le coup, là, on voit plutôt les parents dans la salle d'attente, on voit les médecins qui s'occupent d'eux. Mais non, moi, personnellement, je ne les vois pas. J'ai, au fait,
un petit bout d'organe que je pourrais utiliser pour faire de la recherche. Après, il y a une autre partie, c'est que pour pouvoir développer des expériences, étant donné que dans mon cas, il n'y avait qu'une seule lignée cellulaire qui a été établie, j'ai dû au fait utiliser des cellules d'enfants sains pour justement leur faire exprimer de façon aberrante cette protéine. Et comment je récoltais des tissus sains, c'est simplement quand les enfants ont des accidents, par exemple, on doit leur enlever un petit bout d'os parce qu'ils se les sont cassés, etc. On demande à leurs parents s'ils acceptent que ce petit bout d'os, au lieu de partir à la poubelle, il puisse être utilisé pour la recherche. Et du coup, de temps en temps, j'ai dû aller à l'hôpital de l'enfance justement pour récupérer ces petits bouts d'os et pouvoir extraire les cellules de là. Pourquoi t'as choisi ce métier en fait? Oui, alors au départ je voulais devenir médecin, mais l'école de médecine n'a pas voulu de moi. J'ai pourtant essayé très fortement pendant 3 ans. Et finalement, je me suis dit non, mais si, j'ai quand même envie de rester un peu dans le domaine médical. Et il y avait une nouvelle formation qui s'appelait Life Science Engineer à l'EPFL, et du coup c'est par là que j'ai été. Et si après j'ai décidé de faire de la recherche justement sur les cancers pédiatriques, c'est parce que je voulais travailler avec des cellules souches et je voulais travailler justement et pouvoir apporter quelque chose à la communauté. C'est pas que les autres cancers m'intéressaient pas, mais il y a de l'argent en fait pour ça, alors que pour les maladies rares, il y en a pas. Tu m'as parlé un peu avant de ton projet pour le Venezuela aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comme j'ai dit au début, je suis suisse et vénézuélienne et il se trouve que mon laboratoire a fermé ses portes. Donc on s'est retrouvé avec tout plein de matériel qui était en très bon état parce que je l'utilise encore il y a quelques mois, qui allait simplement être débarrassé et finir dans une caisse. Et à la place que ce soit le cas, j'ai demandé à l'université, à mon chef aussi, et au CHUV si c'était possible tout simplement d'utiliser ce matériel pour l'envoyer au Venezuela. Alors après, plein de temps, de demandes et d'acceptation au fur et à mesure, j'ai collecté 18 caisses de matériel justement pour l'envoyer au Venezuela. Pourquoi le Venezuela ? C'est mon pays d'origine et récemment le Venezuela a souffert de beaucoup de crises, qu'elles soient économiques, sociales ou de santé. Et les universités ont particulièrement souffert. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, donc qui se forment au Venezuela et qui partent. Et j'ai un ami qui est venu il y a quelques années et il m'a dit « Mais Liliane, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Toi, tu as fait tes études ici, tu as accès à tout. » Moi, j'ai tout vu de façon théorique et la première fois que j'ai touché une pipette ou que j'ai fait une vraie expérience, c'était quand je suis arrivée en Suisse. Et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit « Ah, oui, au fait, on le sait tous qu'on est bien lotis en Suisse, mais on ne se rend pas compte à quel point d'autres pays peuvent en avoir besoin. » Et du coup, c'est resté en arrière-fond de ma tête. Et quand le laboratoire il a fermé, je me suis dit « Ah, là, c'est l'occasion que je puisse faire quelque chose. » Et pour le coup, j'ai choisi ma ville natale, qui est Valencia, et l'université où mes parents ont fait leurs études, pour justement leur donner ce matériel. Par rapport au fait que tu sois une femme dans la recherche, j'imagine que c'est un monde assez masculin. Déjà, est-ce que c'est vrai? Quelle est ta position par rapport à ça? Quel est aussi ton ressenti? Est-ce que ça te change absolument rien au quotidien? Ou est-ce que tu vois une différence entre tes collègues hommes et toi? Alors, dans la recherche au niveau académique, je dirais que c'est un peu un 50-50 hommes-femmes, surtout au niveau du doctorat. Ça continue un peu au niveau du post-doctorat. C'est surtout après que la pyramide, au fait, elle réduit. Où il y a moins de postes de femmes professeurs par rapport à des hommes, etc. Après, d'un point de vue salaire, comme c'est l'académique, au fait, c'est t'as tel diplôme, t'as travaillé tant d'années, on a le même tarif qu'on soit homme ou femme. Donc au moins là, il n'y a pas de problème. Et puis après, dans l'équipe où je suis, que je sois un homme ou une femme, en fait, il y avait vraiment... tu sais faire ça, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça, on te l'apprend, et puis après, voilà. Mais c'était pas un peu condescendant, comme on pourrait dire, ah, mais tu sais pas faire ça, c'est pas grave, je vais le faire à ta place. Non, t'apprends comme tout le monde, et puis après, t'es capable comme tout le monde.
Donc c'est vrai que c'est plus sur tes capacités et tes qualités que vraiment sur ton sexe. Malgré tout, ça reste un domaine qui est quand même très compétitif, non? C'est extrêmement compétitif, mais au fait, la compétition se fait pas vraiment, enfin en tout cas à mon niveau, c'est pas vraiment homme-femme. C'est plutôt où est-ce que tu as fait tes études. Alors faire ses études à l'EPFL, c'est mieux que l'UNIL. Gros débat, hein, si jamais. Mais après, entre l'EPFL et le MIT, ben, ils vont très forcément choisir quelqu'un qui a été au MIT, à Stanford, pour un pour un poste de professeur. Donc c'est vrai que c'est plutôt là que la compétition vient, et aussi le fait de devoir publier. On doit beaucoup publier en tant que premier auteur aussi, ce qui est plutôt difficile. Et non seulement il faut être en premier auteur, mais aussi il faut que ce soit une revue peer-reviewed, donc plutôt de haut, fort impact, et ça devient de plus en plus difficile. Et c'est là aussi que ça devient compétitif. Donc il faut, je dirais pas qu'il faut connaître les bonnes personnes, mais il faut savoir au fait bien vendre l'histoire au final, au bon moment, pour que ça passe dans tel ou tel journal. Mais ça, c'est difficile parce qu'on écrit une histoire, après, ils l'acceptent ou pas, ils demandent à d'autres scientifiques, en fait, de la relire, et après, ces scientifiques, ils reviennent vers toi en te disant, écoute, ça, on n'a pas compris, ça, t'aurais peut-être dû faire ça, c'est faux. Donc, du coup, nous, on doit réécrire finalement l'article pour qu'il passe. Mais je trouve que c'est bien d'être confronté, au fait, à d'autres points de vue. Alors après, il y en a certains, j'ai un ami qui fait aussi de la recherche, mais plutôt en psychologie. Et là, le pauvre, il a essayé de publier le même article 5 fois en le réécrivant, puis à chaque fois c'est non, 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 non. Là, il désespère un peu. Oui, mais... Et lui, c'est un homme. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec homme-femme. Tu peux juste préciser pour ce que c'est premier auteur et puis peer review? Oui, bien sûr. Alors, être premier auteur, donc quand on écrit un article, on n'est pas tout seul. Parce que quand on travaille sur un projet, c'est souvent une équipe. Alors, chacun a ses qualités. Par exemple, il y a des bioinformaticiens, il y a ceux justement qui sont dans le bench, c'est-à-dire qui font clairement les expériences, avec justement les échantillons comme j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, c'est une équipe. Et la personne qui a le plus contribué au fait au travail qui va être publié, c'est lui qui va être le premier auteur. Parfois, on peut être 2 co-premiers auteurs. Ça se fait aussi. Et souvent, le dernier auteur, c'est le professeur, c'est aussi une position importante, c'est le professeur qui a aussi le plus contribué. Parce que comme c'est pas forcément au sein d'une seule équipe, mais il peut y avoir plusieurs équipes, ici en Suisse, aux États-Unis, qui collaborent, et du coup, c'est la personne qui aurait le plus collaboré qui sera premier auteur, et la personne qui a le plus supervisé, on va dire, en tant que professeur, dernier auteur. Même si c'est un travail d'équipe, au quotidien, c'est assez solitaire, non? Oui, alors au quotidien, chacun travaille au fait sur son projet. Donc après, quand on apprend les techniques, on le fait ensemble. Mais oui, c'est un travail très solitaire. On est très indépendant en fait. Le doctorat nous apprend tout de suite à être indépendant. Et puis à essayer de chercher les possibilités de comment tester telle ou telle chose. Par contre aussi, le doctorat est très critique. Et du coup, tu ne vois que les défauts. Ah, il me manque ci, il me manque ça, et parfois on n'apprécie pas tout ce qu'on a fait, parce qu'on a réussi à faire ci, à faire ça, etc. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre quand on finit son doctorat, à pouvoir se valider aussi soi-même, genre, oui, t'as déjà fait ça, mais c'est génial, il n'y a personne dans le monde, au fait, qui a fait la même recherche que toi. Donc, il faut quand même valoriser ce temps, cet investissement, et je trouve que de nos jours, on ne le fait pas assez. Je pense que c'est aussi un domaine qui peut être frustrant parfois, comme tu l'as dit pour ton collègue avant, des fois t'as pas les résultats que tu veux, ça fonctionne pas, il te manque des choses, en plus tu travailles sur le vivant, il te manque par exemple des tissus ou je ne sais quoi. C'est quoi tes ressources pour continuer en fait, parce que ça demande, de ce que j'ai l'impression, beaucoup de persévérance. Comment tu fais pour t'encourager quand tu es dans des moments de découragement? Alors j'ai une méthode très particulière. Je chante. Au fait, je chante avec ma famille parce qu'on a un groupe familial qui s'appelle Tinara. On chante de la musique folklorique et populaire vénézuélienne. Et pour le coup, ça m'aide. Le fait de sortir avec mes amis, ça m'aide beaucoup à me ressourcer. Et le fait de fixer des limites. Donc j'essaye justement de ne pas aller travailler samedi et dimanche, même si parfois on doit, parce que quand on travaille avec des organismes vivants, on peut pas leur dire « Attends, attends, je reviens dans un week-end ». Oui, ça marche pas.
ça marche pas. Donc voilà, il faut aussi être flexible, mais j'ai des ressources et j'adore voyager aussi. Donc ça m'aide. Et mon mari, c'est un rock en fait pour moi. Il m'a toujours soutenue dans toutes mes folles histoires. Donc oui, parce que je suis quelqu'un qui se lance beaucoup de défis. Mais quels sont les défis les plus fous que tu te sois lancé? Le défi le plus fou, c'était de postuler en tant qu'astronaute à l'ESA. Il y a 2 ans, ils ont fait un appel pour voir au fait qui voulait devenir astronaute et il y a 23 000 personnes qui ont postulé partout en Europe. Et j'ai eu de la chance, j'ai été parmi les 1300 sélectionnés pour passer le premier round de sélection. Donc à ce moment-là, même moi j'y croyais pas. Mon chef, il tombait des nues. Il était là, mais oui Liliane, vas-y, t'as besoin de quoi? 1 semaine? Pas de problème. Je te laisse travailler pour te préparer pour cet examen et tout. Donc j'ai dû apprendre à m'orienter au fait en 3D. Il y avait plein d'exemples à faire, c'était vraiment très stressant et en plus il fallait être en forme physiquement, donc j'allais tous les jours faire du sport en plus de mon travail, en plus d'étudier. Je crois que c'est le pari le plus fou que j'ai tenté. Mais j'en suis très fière, j'en suis très fière. J'ai même contacté un fameux astronaute suisse qui a pris le temps de me répondre parce que j'étais vraiment stressée. Je le remercie d'ailleurs, qui m'a rassurée. Et puis après, on était tous là avec le même but. Et c'est incroyable parce que ici, ça passe un peu comme être outsider. On se dit, waouh, t'as essayé de faire ça. Et au fait, quand t'es là-bas en train de passer le test avec ces personnes, tu te rends compte au fait qu'on est très semblables. Parce que, moi, j'aime la vitesse avec les motos, j'aime bien faire de la plongée, j'aime bien les trucs peut-être un peu à risque. Et au fait, toutes les personnes qui étaient là-bas étaient un peu comme moi, aussi à cette recherche d'adrénaline et très capables, au fait, dans ce qu'ils font. Donc ici, tu te sens particulier, et puis tout d'un coup, quand tu arrives là-bas, tu dis « Ah non, mais en fait, on est tous pareils !» Et du coup, la sélection, tu te dis, elle est encore plus rude. Mais oui, je pense que c'est le plus grand challenge que j'ai relevé. Est-ce que tu as en tête des prochains défis que tu aimerais te lancer, ou de manière générale, c'est quoi un peu tes ambitions, tes rêves actuellement? Mes rêves actuellement seraient de devenir professeur, en fait, à l'université. Et pour ce faire, en fait, il faut que je parte à l'étranger. Il faut que je parte à l'étranger pour agrandir mon réseau, pour pouvoir créer des contacts et puis pour simplement acquérir de l'expérience. Donc ça, c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Après, d'autres projets, j'en ai tout plein. J'aimerais découvrir le monde parce que j'aime bien connaître de nouvelles cultures. Justement, j'ai vécu 6 mois en Chine. J'ai appris un petit peu ce qu'on appelle le survival Chinese. Donc, je sais commander un taxi, commander à manger, dire qu'on est 3 pour la table, parler de ma famille. Et puis, je trouve que c'est un super moyen d'avoir le temps de passer à connaître en fait une autre culture et aussi à connaître une nouvelle langue. Donc, c'est des choses que j'aimerais bien faire, mais on est d'accord que dans la vie de tous les jours, là, quand on a un travail à 100%, c'est compliqué. Donc, j'essaye quand même, mais c'est pas forcément évident. Du coup, je m'entraîne avec les mangas, parce que j'aimerais aller au Japon. Et puis, pour le coup, je vois tout en version originale. Et du coup, il y a certains mots qui restent. Tu arrives à concilier une vie privée avec une vie professionnelle en tant que chercheuse. Je pense notamment à la vie de famille, parce qu'on a eu d'autres invités pour qui c'était assez complexe au niveau de l'organisation logistique, avec l'horaire, etc. Dans la recherche, ça donne quoi? Alors, j'ai un mari génial. Donc, mes horaires irréguliers, ils sont contents, en fait. Mais non, c'est vrai que c'est pas forcément évident et c'est pour ça que j'essaye vraiment de garder mes week-ends. Après, moi aussi, justement, j'essaye de me dire, ok, voilà, là, l'expérience, t'as pas le temps de la faire, bah voilà, tu la fais pas et tu le fais le jour d'après. Donc c'est plutôt comme ça. Mais sinon, ça m'est déjà arrivé, au fait, d'avoir 2 heures d'attente et puis de rentrer à la maison à 7 heures et de repartir à 9 heures pour retourner travailler. Donc c'est difficile. Il y a certaines personnes qui arrivent mieux que d'autres parce que ça demande aussi beaucoup d'organisation en amont. C'est tout à fait faisable, hein. Je connais plein de personnes qui, même en industrie, hein, ils sont obligés, c'est genre 8h, 5h. Et c'est fini, ils ne peuvent pas venir travailler les week-ends, donc ils sont vraiment super planifiés et ça marche.
C'est juste que moi, j'aime bien avoir cette flexibilité de tout d'un coup me dire « Ah, mais j'aimerais bien prendre 2 heures à midi pour faire du sport parce que j'en ai besoin. » Et ça, peut-être dans une entreprise privée, c'est beaucoup moins accepté. Quels sont tes combats au quotidien ? Alors, c'est pas forcément mes combats au quotidien, mais c'est vrai qu'en tant que chercheur, en tant que post-doctorant, on n'a que des contrats à durée déterminée. Donc, le fait de pouvoir se projeter 5 ans plus tard, c'est difficile parce qu'au fait, on sait qu'un contrat à durée déterminée, c'est 1 an, renouvelable peut-être 2 ans. Donc, on est toujours un peu dans l'attente. Est-ce qu'on va obtenir les fonds? Est-ce qu'on va pas les obtenir? Donc, c'est très frustrant. Et ça, je trouve que ça devrait changer parce que c'est pas vivable au fait pour nous. Je trouve aussi que le fait de nous forcer au fait à partir à l'étranger, c'est compliqué, surtout quand on a une vie de famille et puis que notre conjoint, il a un autre travail, il ne peut pas juste tout quitter parce que moi j'ai besoin de partir 2-3 ans à l'étranger. Donc ça devrait être... Alors, techniquement, c'est accepté de ne pas partir, mais dans les faits, si tu n'es pas parti, c'est pas bien. Donc ça l'est pas. D'autres défis. Le défi peut-être qu'il y a beaucoup encore de femmes qui se comportent au fait comme les hommes le faisaient à l'époque. C'est-à-dire, moi j'ai tramé, moi j'ai souffert pour arriver là, si toi tu souffres pas, au fait tu mérites pas ta place. Et je trouve aussi que c'est pas normal parce que je comprends pourquoi ces femmes ont dû se battre, mais justement de nos jours ça devrait être plus... amical, on va dire ça comme ça, et soutenir la relève, je trouve que c'est juste primordial. Tu as des figures de référence, que ce soit homme ou femme, ou même la fiction, des gens qui t'inspirent un peu au quotidien. Je viens de penser à ça, est-ce que ça te parle? Peut-être pas. Alors, ça me parle, et en même temps pas, au fait, les figures que j'admire le plus, ce sont mes parents. Oui, c'est parfait, bien sûr. Oui, c'est mes parents parce qu'ils m'ont toujours soutenue et puis le fait que je sois une femme ne les a jamais empêchés justement de me dire oui, tu peux pas y arriver. Ça a toujours été oui, tu peux le faire. Justement, quand il y a eu l'appel au candidat pour devenir astronaute, ma mère, elle a caché l'annonce avant de me le dire et puis c'est moi qui suis arrivée en lui disant je veux faire ça. Elle m'a dit je savais, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Mais c'est plus parce qu'elle a peur pour moi qu'autre chose. Quand j'étais adolescente, j'ai gagné un concours au fait pour aller faire de la recherche en Israël. Puis ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a fait mais oui, pas de problème. Mais quand j'ai été choisie, tout d'un coup elle s'est dit elle va venir en Israël, en ce moment il y a des bombardements, comment ça se fait, etc. Donc elle a eu peur. Mais au départ c'est vas-y, tente ta chance, il n'y a aucun problème. Et mon père aussi. Et puis sinon plus récemment je dirais mon chef de doctorat, c'est le professeur Ricci. Il a été vraiment quelqu'un d'inspirant dans la façon dont j'aimerais être en tant que chef, c'est-à-dire quelqu'un de capable, quelqu'un de compétent, je dirais presque un monsieur je sais tout, mais qui te le montre pas. Il te laisse parler, puis tout d'un coup, t'arrives parce que t'as lu le dernier article qui est paru hier, et puis lui, il arrive, il dit « Oui, très bien, sauf que moi, je l'ai déjà lu, au fait, il y a 6 mois, parce qu'on m'a demandé justement de donner mon avis, puis t'es là « Ah, ok. » Donc, voilà, ou quand justement, il y a des problèmes d'argent, en fait, il te le fait pas sentir, c'est-à-dire c'est son problème à lui. Lui, il a une équipe et il veut que l'équipe, elle marche bien. Donc, il te fait pas sentir cette pression que lui, il a. Et ça, je trouve que c'est très sain pour une équipe de se maintenir en bon terme, d'être... La communication, il a toujours été top pour ça, ce qui est un gros problème dans la recherche. Et puis, pas que dans la recherche, on est d'accord, mais oui, ça c'est clair. Et la façon qu'il a toujours eu d'intégrer tout le monde, et au fait, tout le monde est important. Et je trouve que ça, c'est génial, et c'est pas donné en fait à tous les professeurs ou à tous les chercheurs, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Donc oui, c'est aussi un modèle parce que j'aimerais bien, on va dire, devenir un peu comme lui. C'est quelque chose à laquelle j'aspire si un jour je deviens professeur comme lui. Merci beaucoup. On se réjouit de t'entendre en tant que chef dans le prochain épisode alors. Merci. Merci. À bientôt, merci. Oui, au revoir. C'était l'épisode de Oui Madame, produit par Oriane Page. Si vous l'avez aimé, je vous propose de le partager autour de vous. Je vous dis à très vite et me réjouis de vous retrouver. Prenez soin de vous.